Hier soir, il s'est passé quelque chose d'historique. Brock Lesnar, champion universel, plus grosse tête de la WWE, imbattable, inarrêtable, invaincu, quelque part, a été battu clean par Seth Rollins. Je n'y attendais pas, je ne pensais pas que Seth battrait Brock Lesnar d'une manière clean, mais il l'a fait. Seth Rollins a vaincu Brock Lesnar. SummerSlam était correct, des fois bon, des fois sympa, des fois bof et des fois très mauvais. Mais ce main event a tout sauvé. Ce main event était épique. À l'instar de NXT TakeOver hier, le show était bon, sympathique, mais le main event a haussé le niveau et a fait de ce SummerSlam quelque chose de plutôt historique, je dirais. Bienvenue dans le Serge Podcast, une émission où on revient sur les shows de catch de WWE, les reviews, les analyses, les critiques de tous ces shows. Une émission, un podcast audio que vous pouvez écouter n'importe quand vous changez une ampoule, quand vous faites une peinture, ou bien quand vous dormez, en bisoutant votre femme, ou en caressant votre homme. N'importe quand, tant que vous voulez écouter du catch. Par votre hôte, Serge Voldan, du Moulin de Voldano, frère de Dino Voldan. Allez voir la chaîne YouTube de Dino Voldan, tous les liens sont dans la description. On se retrouve aujourd'hui pour parler de SummerSlam et je vous retrouve juste après le générique. Give me what I want! That's not what I want! Give it to me! Give me what I want! I'm not there with you! It should have been me! Let's do this! Good Lucho. Okay. This is the house that AJ Styles built! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Comme d'habitude, nous allons revenir sur ce show match par match, en commençant par notre opener, qui m'a plutôt surpris, mais en même temps c'est quelque part logique. Nous avons pour opener Becky Lynch face à Natalya dans ce match soumission pour le titre féminin de Raw. Ce match avait une construction plutôt bonne malgré le casting. Je veux dire, Natalya n'était pas vraiment une menace, et même avec tout le build-up et tout le build-up du match, simplement Natalya n'a jamais réussi à être une véritable menace. Pourtant, j'étais hypé par le match grâce à la stipulation Sharpshooter vs Disarmer, un match par soumission qui aurait pu être plutôt intéressant et qui au final l'était. C'était un bon opener, on va revenir là-dessus. Je pense que la WWE tablait sur le fait que Natalya venait de Toronto. Je sais pas si elle venait de Toronto, mais en tout cas elle venait du Canada pour sûr. Et il tablait sur donc une réception plutôt positive de la foule. Et il s'est avéré que la foule était complètement pour Becky Lynch. La réception, enfin l'hometown de Natalya était vraiment raté. Je crois que c'était vraiment, elle se faisait huer dans la foule. Enfin, bref, un hometown plutôt décevant. Je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable du coup. Et du coup, on va revenir sur ce match. Becky a eu le contrôle du match globalement. Mais Natalya a fini par travailler la jambe de Becky. Donc c'est logique, vu qu'elle veut faire son sharpshooter sur Becky Lynch, elle travaille la jambe. On a eu quelque chose d'assez sympathique, elle a fait son sharpshooter sur la 3ème corde, donc c'était assez vicieux, brutal, c'était des bons moments. Natalya a fait un superplex aussi, c'était joli à voir. On avait une foule qui était assez timide, mais qui était présente, donc elle était là, elle venait passer un bon moment, mais il fallait quand même la réveiller un petit peu. Et Natalya et Becky Lynch ont fait un bon travail, parce que la foule a fini par se réveiller. On avait des Let's Go 19, Let's Go Becky. Et là, c'est au moment où Becky Lynch fait le sharpshooter de Natalya que la foule s'est vraiment réveillée, qu'elle a scandé This is awesome, un chant qu'on va retrouver tout le long du show quasiment. Donc c'est une preuve de réussite. Natalya ensuite fait le disarm her sur Becky Lynch, donc voilà, les deux volent leur prise de soumission, donc ça fait réagir la foule, c'est très sympathique. Pareil, Natalya finit par faire son sharpshooter, Becky le vend très très bien. Mais finalement, Becky se relève et finit par soumettre Natalya avec son disarmer. Donc, c'était un match soumission tout à fait classique, mais qui a fait réagir la foule, malgré le hometown raté de Natalya. Les prises de soumission étaient particulièrement réussies et la foule était dedans. La foule était dans le match. Becky Lynch gagne, ce qui est le bon show évidemment. Bref, un bon petit match pour lancer le show. C'était une bonne réussite, un bon opener. Et on enchaîne tout de suite avec un match dont je ne sais toujours pas comment réagir face à ce match. Dolph Ziggler contre Goldberg. Dolph Ziggler était censé affronter le Miz, puis finalement Shawn Michaels, puis finalement Goldberg.
parce que avec toutes les provocations qu'il a fait à Goldberg, le match a été fait, a été booké. Il affronte donc Goldberg. Et honnêtement, j'ai été plutôt surpris par ce match. Je m'attendais à juste un squash terminé à Dolph Ziggler, mais non, ils ont quand même réussi à nous choquer, à susciter notre intérêt avec ce match. Quelque chose qui m'a fait beaucoup rire durant les entrées, c'est que Goldberg, cette fois-ci, ne s'est pas explosé le front. Parce qu'il faut savoir que normalement, Goldberg a un rituel, c'est qu'il se cogne la tête contre sa porte avant de faire son entrée. Mais vu que la dernière fois, il s'était un peu trop cogné le tronc et qu'il avait chopé une commotion cérébrale après pendant le match à Crown Jewel, je pense que cette fois-ci, il a fait non, je vais pas me cogner la tête, je vais rester éveillé pendant mon match. Ce qui est une bonne chose, il a bien fait parce que Goldberg a fait un bon match, on va y revenir. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès que la cloche a sonné, Dolph a enchaîné 2 super kicks rapides sur Goldberg. À chaque fois, il fait le tomber, mais Goldberg kick out à 1 seulement. Mais c'était plutôt choquant de voir les super kicks comme ça. On se dit putain, pendant un instant de seconde, et faut le faire, j'ai cru à la victoire de Dolph Ziggler. Pendant un instant, j'y ai cru. Et franchement, c'était pas donné. C'était vraiment pas donné vu la différence de niveau des 2 catcheurs. Bref, les 2 super kicks ne font donc rien. Goldberg, il se réveille, il fait un spear, jackhammer, 1, 2, 3, victoire de Goldberg. C'était court, efficace, brutal, du Goldberg, c'était sympathique, donc voilà, son honneur est lavé, son match calamiteux face à Undertaker à Crown Jewel est nettoyé, on retient une bonne note de Goldberg, et maintenant il ne faut plus qu'il revienne sur les rings parce que ça ne sert à rien. C'est pas un bon catcheur, il peut faire que des squash matchs, là il a fait contre Dolph Ziggler, c'est le moment de se retirer maintenant, et je conseille à Goldberg de se retirer. Ça aurait pu s'arrêter là, mais à la fin du match, Dolph a continué à provoquer Goldberg, il avait un micro, il était sur ring par terre, et il provoquait, il fait « je suis sûr qu'il peut pas me battre 1-1 alors qu'il vient juste de le faire ». Donc Goldberg revient sur le ring, il refait un spear, et sa musique rend nouveau. Il s'en va, et Dolph Ziggler reprend le micro, et fait « tu peux pas me battre, tu n'es pas un homme, tu peux pas m'affronter ». Évidemment, Goldberg revient et nous refait un spear ou un jackhammer, je ne sais plus ce que c'était, bref, il l'anéantit une bonne fois pour toutes. Alors, j'ai bien aimé le match, par contre, cette fin, je ne suis absolument pas d'accord, je la trouvais vraiment pathétique. Déjà que Dolph perd, si en plus il faut l'enterrer de cette manière, enfin, sa réaction était ridicule. On aurait dit... il a rejoint Seth Rollins dans l'attitude d'être con en fait, genre vraiment on avait la même il faisait la même connerie que Seth Rollins, c'est-à-dire il provoquait alors qu'il était au ras du sol et ridicule, pathétique. Bon, donc il s'est passé ce qui devait se passer, Goldberg elle avait son honneur, mais Dolph Ziggler est enterré. Est-ce que ça fera du mal à Dolph Ziggler ? Non, je ne pense pas, il était déjà au fond du trou. Mais bon, on aurait pu éviter cet après-match. Pour moi, ce n'était pas nécessaire et ça a juste appuyé des choses qui n'étaient pas bonnes. Bon, donc voilà, mitigé, mais c'était quand même sympa et la foule était dans ce match, donc c'était cool. Et on enchaîne avec ce qui aurait pu être le match de la soirée, Ricochet contre Edge, sur le papier. Je dis bien sur le papier parce que les 2 catcheurs sont ultra talentueux, ils ont plutôt une bonne alchimie, ils l'ont prouvé avec leurs anciens matchs. Et bon, je vais pas dire jusqu'à que c'était décevant, c'était un bon match, mais ça aurait pu aller tellement plus loin. Je veux dire, c'est SummerSlam et c'est AJ Styles contre Ricochet. Et au final, on a un match de 15 minutes. Bon, bonne fluidité, bon spot, bonne alchimie entre les deux. Mais c'était pas ça. Je m'attendais vraiment à mieux. Je pensais qu'ils allaient vraiment mettre le feu. Au final, pas tant que ça. Quelque chose que je vais noter qui m'a fait beaucoup rire, c'est que quand Ricochet a fait son entrée, on a eu ce plan où on voit les commentateurs étrangers, donc les Chinois, les Mandarins, les Français aussi. Et à un moment, la caméra passe devant des commentateurs et on voit que c'est R-Truth et Carmella qui sont déguisés en commentateurs. Et bref, encore une fois, R-Truth est super imbooké. Puis après, il y a merde, j'ai oublié son nom. Le rival de R-Truth pour le titre 24/7, je ne sais plus son nom. Ça ne me reviendra pas, tant pis. Qui recherchait R-Truth, donc voilà. Ils ont réussi à caler de la petite rivalité 24/7 pendant ce show, discrètement, tout en étant très drôle, et franchement, je m'attendais absolument pas à voir R-Truth en commentateur, c'était vraiment très drôle. Donc bref, c'était très bien. Donc le match maintenant, alors comme je l'ai dit, c'était un match avec quelques spots, mais léger, en comparaison avec le match Adam Cole, Johnny Gargano par exemple, c'était un niveau vraiment en dessous, ça n'a rien à voir, ou Ricochet contre Johnny Gargano à NXT, ça n'a vraiment rien à voir, on n'est pas sur la même gamme de matchs malheureusement.
Donc qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté une Hurricane Rana de Ricochet sur AJ Styles alors qu'il enjambait Gallows et Anderson. Je pense que c'était vraiment la highlight du match. C'est-à-dire que Edge est à l'extérieur, il y avait le club qui protégeait Edge, qui était donc devant AJ Styles, et Ricochet a sauté sur les épaules d'Anderson, puis les épaules de Gallows pour arriver sur AJ Styles et faire une Hurricane Rana sur lui. C'était vraiment épique, Ricochet est incroyable à ce niveau-là. Ensuite, on a eu AJ Styles qui travaillait la jambe de Ricochet, et du coup, tout au long du match, Ricochet n'a utilisé qu'une seule jambe pour faire toutes ses prises, donc voilà, Ricochet prend encore une fois que c'est un des meilleurs catcheurs du business, si ce n'est le meilleur du business. Oui, AJ Styles aussi a prouvé qu'en termes de near fall, c'est un des meilleurs, parce qu'à un moment, Ricochet fait un suplex, juste un suplex assez basique, mais AJ Styles a fait un near fall, genre vraiment, l'arbitre était à 2 mm du sol au compte de 3, AJ a levé l'épaule, donc il a fait réagir la foule, donc c'était, voilà, il y a vraiment des bons moments. Mais à la fin, le club est intervenu, il a donc ralenti Ricochet, Ricochet c'était le troisième corde, AJ l'a attrapé en plein air et a fait son Styles Clash pour la victoire. Donc voilà, je pensais que Ricochet allait gagner, j'aurais bien aimé que Ricochet gagne dans un match beaucoup plus épique. Par exemple, si Ricochet avait fait un kick-out à ce Styles Clash, je pense que le match aurait été potentiellement le meilleur du show. C'est-à-dire que si Ricochet avait résisté à ce Styles Clash et qu'après le match aurait continué pour finalement une victoire de Ricochet, on aurait vraiment propulsé Ricochet dans la stratosphère encore une fois. Ce n'est pas ce qui s'est passé, AJ Styles a gagné et après le club a intervenu pour faire son Magic Killer sur Ricochet pour appuyer la domination du club. Donc quelque part c'est pas plus mal pour le club, on a vraiment une faction dominante, ils sont tous champions et au final peut-être que ça devrait continuer. C'est peut-être une bonne chose que le club reste victorieux. Ricochet aura d'autres opportunités, il l'a prouvé là que c'est un excellent catcheur et je pense que la fédération est derrière lui. Vite fait, on peut parler d'un petit segment gênant des Street Profits, habituel. Les Street Profits, toujours champions de la NXT, sont arrivés, où ils ont encore fait un recap. Ric Flair est venu les rejoindre, ils ont fait des woos, et c'était inutile. Bon, passons. Ember Moon contre Bayley. Alors, là on va arriver à un des matchs qui m'a déçu. Je pensais honnêtement que ce serait le pire match de la soirée. Je veux dire, quand le match est terminé, je me suis dit, on va pas faire pire, parce que vraiment, c'était pas très bon, et on a fait pire. On va en revenir, c'était en fin de soirée. Donc Ember contre Bayley, c'est très simple, la construction de ce match était la plus catastrophique de toutes les constructions. Ember Moon n'a jamais été montrée comme une grosse menace pour Bayley, car déjà sa place pour ce championnat, elle ne l'a pas gagnée de manière clean, c'est-à-dire qu'elle a gagné parce que Charlotte était distraite, on le rappelle. Suite à ça, elle a perdu clean face à Alexa Bliss, alors qu'elle était en pleine construction pour un match de championnat, ce qui a vraiment diminué sa menace. Et enfin, elle a eu besoin de Bayley pour gagner son match, il me semble, son dernier match, je ne sais plus contre qui il était. Bref, elle n'a jamais gagné cleanement ses matchs dans sa construction et c'était vraiment désastreux. Donc pour moi, j'ai dans cette optique que ça ne peut mener qu'à la victoire d'Ember Moon. Parce qu'ils l'ont montré faible, et pendant ce match, elle va se réveiller. Et ben non, elle a perdu clean. Elle a perdu clean face à Bayley, donc Bayley a juste prouvé que Ember Moon n'était pas au niveau, que ce ne sera pas une menace et que Ember Moon doit vraiment, vraiment partir, prendre quelques mois de vacances. Parce que là, elle s'est fait enterrer. Et ça me fait chier de voir ça parce que Ember Moon en in-ring, je pense que c'est l'une des meilleures avec Charlotte. Pour moi, je pense que c'est vraiment les deux meilleurs du roster en in-ring, c'est Ember Moon et Charlotte. Et voir ce qu'ils font avec Ember Moon, ça, je ne comprends pas. Je veux dire, elle a un personnage, au micro, elle est pas dégueulasse, et son in-ring est nickel. Pourquoi il l'enterre? Si jamais il voulait garder la ceinture sur Bayley, ok, mais pourquoi cette construction alors? Pourquoi ne pas avoir donné des victoires à Ember Moon, montrer que que c'est une opposante redoutable? Non, ils l'ont juste enterré au fil des semaines. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, peut-être qu'elle a fait des choses backstage, qu'elle a dit des choses qui n'ont pas plu à la fédération, mais là c'est vraiment de l'enterrement gratuit et pas mérité, absolument pas. Donc c'est énervant, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, et j'espère que Ember Moon va quitter, dès que son contrat est terminé, que ça continue, j'espère qu'elle va quitter WWE pour rejoindre la AEW, parce que je pense que ce serait une des top stars de la AEW si elle y allait, et qu'elle aurait une place qu'elle mérite. Bref, on va revenir sur le match. Les offensives des deux étaient cool, mais la foule n'a jamais décollé, en même temps tu m'étonnes, avec une construction pareille, la foule n'était pas derrière ce match. On a eu des chants pour Bayley, vite fait... Et là, Ember Moon a enchaîné des prises plutôt stylées. Elle a fait un diving Hurricane Rana. Elle a suivi ça par une sorte de JTS qui était pas. Je connais pas trop le nom de la prise, mais c'est une sorte de JTS à la CM Punk. Très joli. Puis un powerbomb aussi qui était magnifique. Bon, bref, Ember Moon menait le match à la fin, mais à un moment elle est sur la troisième corde. Bayley l'a attrapé.
Elle a fait un belly to belly de la troisième corde et elle a eu la victoire. Donc au final, Bayley n'a pas eu vraiment trop de difficultés pour gagner, encore une fois. Et suite à ça, du coup, je me disais, ok, la seule manière que la WWE sauve les meufs, c'est que Ember Moon tourne heel. À la fin du match, elle tourne heel, et là, on peut avoir cette dynamique peut-être qu'on a vu de Becky Lynch l'année dernière à SummerSlam. Mais non, elle tourne pas heel, elle est juste perdue, elle est par terre. C'est décevant, c'est pas mérité, et ça fait chier. Ça fait chier pour Ember Moon, et j'espère qu'elle va se tirer d'ici. Et c'était vraiment un des gros points noirs du show, c'était ce match. Ce qui aurait pu être un autre gros point noir du show, c'était le match suivant, c'est-à-dire Shane McMahon contre Kevin Owens, parce que les matchs de Shane McMahon ne sont jamais bons, hormis quand il se lâche sur l'histoire. Je prends l'exemple du match Shane contre Miz à WrestleMania, qui était excellent parce que l'histoire était très bonne. Et parce que voilà, c'était un match à histoire. Et là, ils ont fait exactement la même chose, un match à histoire. Donc c'était très bon, c'était une excellente surprise. Et la raison que le match était si bon, elle est très simple, cette solution, c'est qu'elle est en 2 mots, cette solution, c'était Kevin Owens. Kevin Owens a porté le match du début à la fin, la foule était derrière lui. Kevin Owens en face, ça fonctionne. Ça fonctionne véritablement. Là où on peut avoir un Seth Rollins qui va avoir la foule derrière lui par rapport à son in-ring, Kevin Owens va avoir la foule derrière lui par rapport à son talent, son aura et son micro. C'est-à-dire que c'est un excellent parolier et vraiment il arrive à avoir la foule derrière lui. Kevin Owens, c'est monstrueux en face. Il était très bon en heel, mais en face, ça marche. On peut avoir du regret parce que Kevin Owens en heel, c'était tellement bien qu'on se dit, c'est dommage de le mettre face. Mais non, c'est un super move. Et il faut que ça continue. Parce qu'il y a moyen, après ce match-là, après, Kevin Owens vient du Canada. Je sais pas s'il est québécois, mais il vient du Canada. Donc il y avait aussi une réaction de la foule qui était, c'était l'hometown. Donc logiquement, il avait une réaction qui était plutôt démesurée avec la foule. Mais même, ça fonctionne. Et bon, bref, faut continuer ça. On va revenir sur le match du coup, point par point. On a eu des chants pour Kevin avant qu'il arrive. Donc ça m'a beaucoup fait penser d'ailleurs à CM Punk, ce fameux match contre John Cena où la foule chantait son nom à l'époque. Et dès que sa musique est retentie, il y a eu un gros pop de la foule. Donc encore une fois, la foule derrière Kevin Owens, c'est génial. Pendant le match, Shane McMahon a annoncé que Elias serait l'arbitre, pas un arbitre spécial, mais un arbitre d'extérieur. Donc une sorte d'officier extérieur du ring. Donc je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, ça a juste servi au fait qu'il pouvait protéger Shane McMahon entre guillemets. Donc Elias arrive, et en gros, ce que Elias tentait de faire, c'était de garder Kevin à l'extérieur pour que Shane remporte la victoire par décompte extérieur. Bon, évidemment, ça marchait pas parce que la stratégie est vraiment débile. Je veux dire, c'est impossible parce que Elias ne peut pas toucher Kevin. S'il touche Kevin, il est sorti du ring. Donc voilà, la stratégie était un peu bizarre de Shane McMahon, elle n'était pas si efficace que ça. Mais bref, qu'est-ce qui s'est passé durant ce match ? Shane McMahon a encore montré une fois de plus qu'il avait le pire coup de poing du business. Faut qu'il arrête avec ses coups de poing, c'est d'un ridicule. On a eu des chants « You can't wrestle »,« Tu ne peux pas catcher » concernant Shane McMahon de la foule. Vers la fin, Elias a envoyé une chaise à Kevin pour le tenter en fait, pour le tenter d'attaquer Shane McMahon avec la chaise et donc se faire disqualifier et donc se faire renvoyer de la fédération. Le pire c'est que Kevin a hésité. Je veux dire, quand même, je comprends que Kevin n'aime pas Shane McMahon, mais là c'est débile. Évidemment qu'il va pas attaquer avec la chaise, ce serait complètement stupide. Donc évidemment il n'attaque pas avec, et Kevin a enchaîné avec deux sauts de la troisième corde. Il a fait un Swanton Bomb sur Shane McMahon suivi d'un Frog Splash. Donc voilà, des grosses prises, des gros sauts de troisième corde qui font lever la foule, donc c'était plutôt énorme. Donc voilà, la foule est à fond. Kevin ensuite profite du fait que les deux arbitres sont au sol, parce qu'à un moment, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais les arbitres sont terminés au sol. Le vrai arbitre est sonné, et Elias aussi. Et c'est là que Kevin en profite pour prendre la chaise et détruire Elias avec la chaise. Il arrive sur le ring avec la chaise, il est prêt à attaquer Shane, mais regarde, parce que l'arbitre vient de se réveiller et voit ce qui se passe sur le ring, donc Kevin s'arrête tout de suite, il repose la chaise par terre, l'arbitre en profite donc pour enlever la chaise, et à ce moment-là, Kevin défonce Shane McMahon en le frappant dans les couilles, ce qui rappelle le match Adam Cole contre Johnny Gargano. C'est exactement la même chose qui s'est passé, sauf que là la foule est heureuse comme pas possible, parce que Kevin est le face. Il enchaîne avec un stunner et obtient la victoire. Donc ce qui était génial, c'est que Kevin, même si Shane était accompagné d'Elias,
Il n'y a eu trop de moments où Shane dominait. Shane n'a jamais dominé ce match. Kevin avait la domination totale du début à la fin et c'était... J'irais pas dire jusqu'à que c'était jouissif, mais en tout cas c'était vraiment mérité, c'était ce qu'il fallait, ça a fait lever la foule, Kevin fonctionne, il hurlait, il était en transe avec cette foule. Bref, c'était une vraie réussite. Honnêtement, je ne pense pas que ça aurait pu se passer mieux que ça. Si ça aurait pu se passer mieux que ça, on va parler de Drew McIntyre qui n'était pas dans le show. J'avais prédit que, en plus d'appeler Elias, Shane aurait appelé Drew McIntyre et que pendant le match, Drew aurait enfin attaqué Shane McMahon. Alors quelque part, je me dis, peut-être que ça aurait pas fait lever les foules autant que là, ça l'a fait avec Kevin Owens. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que Drew McIntyre n'était pas dans le show. Drew putain de McIntyre, n'était pas à SummerSlam. Je me dis quand même qu'il y a un problème. Alors quelque part, Roman Reigns n'est pas non plus présent à SummerSlam. Bon, mais parce que Roman Reigns est dans une storyline intéressante, il n'a pas besoin d'être à SummerSlam. Moi, après tout ce qui s'est passé à SummerSlam, c'est que je veux voir Roman Reigns affronter Rowan. Hors SummerSlam. Là, Drew n'avait rien, n'a pas de storyline. La dernière nouvelle, c'est que Drew est en rivalité avec Cedric Alexander et que c'est toujours un chien de Shane McMahon. Je pense que Drew aurait mérité de défoncer Shane McMahon, qui aurait dû au moins être présent pour revenir, pourquoi pas, à la fin du match. Pourquoi pas aider Shane à se soulever. Puis là, il défonce Elias, il défonce Shane McMahon. Et il défonce aussi Kevin Owens pour montrer que c'est un heel. Franchement, je pense que ça aurait dû arriver. Parce que là, Drew n'est nulle part. J'espère qu'il aura un programme, que ça va enfin être un top heel parce qu'il le mérite malheureusement. Donc voilà, c'est un peu le côté fade de tout, le côté sombre de tout ce positif dans ce match. C'était l'absence de Drew McIntyre. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que Drew sera relancé d'ici peu. On arrive au milieu de ce podcast et que si vous avez l'habitude, si vous venez d'arriver, sachez que nous disposons d'un petit interlude musical, interlude qui est occupé par les musiques de Voldano, le grand Voldano. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons écouter ? Nous allons écouter Macédoine de légumes tiré du dernier album On n'arrête pas le progrès de Voldano. Tous les liens pour télécharger les albums gratuitement, je le répète gratuitement, c'est gratuit, achetez les albums 0,00 €, tous ces liens sont dans la description, on écoute Macédoine de légumes tout de suite. Nous sommes à la moitié du show. Pour l'instant, SummerSlam est une réussite. C'est une réussite, des matchs sont un peu décevants comme AJ Ricochet, mais il y a eu aussi des bonnes surprises comme Shane McMahon contre Kevin Owens, excusez-moi. Des choses désastreuses aussi comme Ember contre Bayley, mais voilà, on est sur une gamme de shows classiques selon la WWE, donc des bonnes choses, des mauvaises choses, des choses moyennes. Et on va, au final, on va continuer dans cette dynamique. Le show n'a pas vraiment chuté dans cette deuxième moitié. Il a commencé à chuter on va dire, de la moitié aux trois quarts. Et finalement, dans les derniers quarts du show, le show est arrivé dans la stratosphère. J'adore utiliser cette expression, mais là, c'était vraiment vrai. Le dernier quart du show était tout bonnement excellent. Donc là, on va parler du troisième quart qui n'était malheureusement
qui était hein. Il nous reste 4 matchs et on commence par Charlotte Flair contre Trish Stratus, un match pour prouver qui est la meilleure catcheuse de l'histoire de la WWE. C'est un peu ça, qui est la meilleure blonde, qui a le meilleur décolleté de l'histoire de la WWE, parce que oui, on avait une vraie guerre des décolletés. Je sais que Vince McMahon aime bien les blondes bien formées, mais là, niveau décolleté, Charlotte et Trish Stratus, ça envoyait. Hein. C'était présent. Donc la frayeur qu'on pouvait avoir sur ce match, c'est est-ce que Trish Stratus aurait été à la hauteur ou est-ce que Charlotte Flair va devoir porter le match du début à la fin? Et bah bonne surprise, Trish Stratus est toujours efficace dans le ring. Bon, elle est pas hyper rapide, elle est même assez lente, mais en termes d'efficacité et de précision, elle est toujours très bonne. Et franchement, c'était une excellente surprise. Il y a eu des chants You Still Got It, donc tu l'as toujours. Mais malheureusement, comme j'ai dit, sa lenteur a un peu affecté le début du match. C'est-à-dire qu'au début, c'était quand même la première moitié était vraiment longue. Il s'est vraiment pas passé grand-chose. Charlotte provoquait Trish Stratus. Donc voilà, Charlotte faisait du Charlotte. Elle est bonne dans ce qu'elle fait en heel. Mais voilà, c'était quand même assez chiant. Et à un moment, Trish Stratus a fait un diving Hurricanrana et le match a vraiment décollé. Charlotte a commencé à blesser la jambe de Trish. Puis Trish a fait un figure four sur Charlotte, donc la prise de soumission de Charlotte Flair. Donc Trish a pris la prise de soumission de Charlotte Flair et l'a fait sur Charlotte. Charlotte a vraiment souffert, on a eu des chants This is awesome. Trish Stratus a fait son finisher, donc son Stratus Faction, je crois que ça s'appelle. C'est une sorte de bulldog en se propulsant de la deuxième corde du ring. Mais Charlotte a kick out. On a eu une guerre de chop qui a réveillé le public est wouh, c'était plutôt cool. Puis finalement, Charlotte a fait un figure four, donc sa prise de soumission qu'elle a vraiment fait en bridge, c'est-à-dire qu'elle était en forme de pont, elle avait la tête à l'envers et les mains tendues sur le sol. Ce figure four leg était vraiment magnifique. Elle l'a exécuté d'une manière fantastique. Charlotte est vraiment une excellente catcheuse et Trish Stratus a fini par abandonner. Donc finalement, le bon choix évidemment, Charlotte a gagné, c'est ce qu'il fallait faire. À la fin, Trish Stratus était sur le ring, elle a eu une standing ovation de la foule. Donc franchement, c'était un bon match. Après, encore une fois, je pense que le match aurait dû être plus court. Ils ont fait un match un peu trop long, ça a mis vraiment beaucoup de temps à démarrer encore une fois. Mais à la fin, c'était présent, le public était à fond dedans, j'étais à fond dedans. Voilà, non, je pense que ça m'a surpris. Je pensais pas que ce serait si bien. Je m'attendais à pire. Et au final, c'était une bonne surprise. Charlotte est toujours très précise dans ses mouvements. C'est toujours une des meilleures catcheuses de la fédération. On a terminé avec du public qui criait Thank you Trish. Voilà, top. Maintenant, un message pour Trish Stratus. Prends ta retraite, car il a encore temps. Tu as fait un bon match pour terminer ta carrière. Ne refais pas la même erreur qu'a fait Goldberg ou qu'a fait Undertaker. Tu as fait un super match, tu finis sur une très bonne note. Ce sera pas un match historique, mais je ne pense pas que tu auras un match historique. Tu n'as peut-être pas le niveau et l'aura nécessaire pour avoir un match historique. En revanche, t'es complètement suffisant et complètement bien, et on se rappellera de ce match Charlotte contre Trish Stratus comme un bon match de retirement. Donc bravo Trish Stratus, bravo pour ce match, bravo aussi à Charlotte. C'était une bonne surprise. Et maintenant, on va passer à l'ultime pointeur du show. Honnêtement, je me demande encore comment ils ont pu rater ça. C'est simple, on va parler du match qui, sur le papier en construction, avait la meilleure construction possible. J'ai beaucoup critiqué la construction du match Randy Orton contre Kofi Kingston, parce qu'au final, la WWE ne faisait rien d'autre que se baser sur le passé. On rappelle les faits, 9 ans auparavant, Randy Orton a enterré Kofi Kingston alors que ce dernier avait un push pour apparaître dans le main event, et Randy a décidé qu'il n'était pas prêt et a convaincu la fédération de le descendre en fait. Il criait stupid sur Kofi Kingston. Bref, Randy Orton est responsable de l'enterrement de Kofi Kingston et de sa disparition du main event ces 9 années. Kofi a mis 9 ans à être repropulsé sur le main event par la faute de Randy Orton, car Randy Orton a blessé Ali, ce qui a permis à Kofi de prendre la place de Ali dans l'Elimination Chamber, de devenir le prétendant numéro 1 pour le titre de Daniel Bryan et de gagner le titre face à Daniel Bryan à WrestleMania. En termes d'histoire, c'est incroyable cette rivalité. Je veux dire, Randy Orton est l'ultime ennemi de Kofi Kingston dans son règne. Il y avait tellement de choses à faire avec ce match, tellement de possibilités. Et malheureusement,
C'était décevant, c'était mou, il n'y avait rien, on ne va rien retenir, ça n'a rien fait évoluer. On va revenir là-dessus point par point. Mais encore une fois, quand le match a commencé, quand les deux sont dévisagés, c'est là où j'ai le plus gros sentiment d'importance pour un match. Quand les deux sont dévisagés, je me suis dit, ok, là c'est important. Là il y a quelque chose de vrai qui se passe. Et comment tu peux gâcher un sentiment pareil? J'en reviens pas. La foule était dedans, la foule chantait Kofi stupid, no he's not. Donc Kofi est stupide, non il ne l'est pas, en référence à ce qui s'est passé devant auparavant. Mais encore une fois, malheureusement, c'était trop lent. Je comprends que Orton a un style lent, mais là, le style d'Orton a trop d'éteint sur le match. Kofi n'a pas eu assez d'attaque dans la première partie du match. Donc c'était assez mou. Kofi à un moment a crié sur Orton stupid, 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 no I'm not stupid. Donc il criait je ne suis pas stupide, je suis pas stupide, comme tu le disais 9 ans auparavant. Donc voilà, un peu d'histoire, c'était sympa. La foule a commencé à se réveiller sur le comeback de Kofi. Il a fait un très beau crossbody. Et là on a eu un magnifique enchaînement. Kofi a tenté un Trouble in Paradise, mais il l'a raté. Il a commencé du coup à monter sur la troisième corde, il a sauté, et là Randy Orton a fait son RKO in midair. Mais Randy, bizarrement, normalement, il fait toujours le tomber à ce moment-là. Mais là, il s'est juste contenté de sourire bêtement. Il a fait le tomber bien trop tard parce que Kofi a eu le temps de s'extirper du ring, donc il était à l'extérieur. Donc là, t'étais juste là à applaudir comme un con. Bravo Randy, t'es con. Pourquoi t'as pas fait le tomber? T'avais le match là. Mais bref, ça ne s'est pas passé. Et là, je n'ai pas trop compris. Je sais pas encore si c'est une disqualification ou un count-out. Je n'ai pas vraiment vu l'action. Mais en gros, il me semble que Randy est sorti du ring pour rechercher Kofi. Il était devant la famille de Kofi Kingston. Et là, Randy a commencé à provoquer les enfants de Kofi Kingston, alors à montrer que son père était une merde, etc. Et là, Kofi s'est un peu rebellé, il a commencé à frapper Randy. Et là, il y a eu... la cloche a sonné. Et il me semblait pas qu'il y avait count-out. Je pense qu'il avait gagné la victoire par count-out, par compte de 10 par des comptes extérieurs. Mais ça me paraissait court. Honnêtement, je vais re-regarder. Regardez-vous, là je peux vraiment dire une connerie, mais voilà, je n'ai pas vu Randy Orton attaquer les enfants de Kofi. Je comprends pas, ça peut être qu'une victoire par des comptes extérieurs. Bref, on a donc une disqualification des deux personnes par des comptes extérieurs, et la foule chante bullshit. Et en même temps, c'est normal, parce que c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Pourquoi 9 ans d'histoire, un match qui a la meilleure construction possible, avec un vrai sentiment d'importance, donc un match pas dingue, mais avec une véritable histoire à l'intérieur, se termine par des comptes extérieurs? Pourquoi? C'est quoi cette merde? C'est quoi votre problème? Vous avez de l'or entre les mains, et vous gâchez ça. Donc après le match, qu'est-ce qui se passe? Kofi va prendre un kendo stick et va enchaîner des coups de kendo stick sur Randy Orton, mais il n'y a aucune réaction de la foule. La foule est juste complètement déçue, elle ne s'attendait pas à ça, et c'est normal. Bref, il fait un Trouble in Paradise sur Randy Orton, qui est donc tombe KO, et la foule hue, ce qui est normal. Pourquoi un dénouement aussi merdique? C'est simple, c'est un véritable gâchis. Est-ce qu'il y aurait une revanche? J'ai pas envie de voir une revanche. C'était maintenant ou jamais, c'était SummerSlam. C'était 9 ans d'histoire. Ça sert à rien de faire un... Tout le monde attendait ce match au tournant. Si le match était mou mais qu'il y aurait le bon dénouement vers la fin, limite ça aurait pas été grave. Mais là, c'était juste mou, nul, avec un dénouement à chier. C'était une vraie putain de déception. Donc, je comprends pas. Je comprends pas, et quand c'est arrivé, j'ai fait « Oh putain ». Parce que c'est simple, c'est un des matchs que, quelque part, j'entendais le plus du show. Et là, il reste quoi? Il reste, bon, Bray Wyatt, le match de Bray Wyatt que forcément tout le monde attend, et Seth Rollins comme Brock Lesnar qui, sur papier, sonnait dégueulasse. Donc, honnêtement, je m'attendais à une fin de SummerSlam désastreuse. Et ça aurait pu l'être. Mais heureusement, on a eu des sauveurs ce soir. Ces sauveurs ont le nom de Bray Wyatt et de Finn Balor. Je vais sortir sauveur Bray Wyatt parce que tout tourne autour de lui et c'est logique. Le premier match, le début de The Fiend, le démon Bray Wyatt, sur un ring face à Finn Balor, qui n'est pas arrivé en démon. J'aurais aimé qu'il me arrive en démon pour marquer encore plus le coup.
Mais si on suit l'histoire, on sait que Finn Balor, après ce match, va prendre un peu de repos, il va rester un peu auprès de sa famille. Donc, je comprends le mouvement, c'est pour pas enterrer son personnage, parce que si son démon avait eu une défaite et qu'après il prenait un peu de vacances, ça aurait pu entacher un peu sa carrière. Bah, je pense que ça aurait été quand même mieux d'avoir le démon face à Bray Wyatt. Mais bon, ce n'est pas grave, on a eu Finn Balor classique, qui forcément va se faire squasher, enfin, c'est logique. Et là, un des meilleurs moments du show, on a eu l'entrée de Bray Wyatt, sa nouvelle entrée. Et c'est simple, ça m'a donné des frissons. Limite, l'entrée était mieux que le match. Limite. Genre, son entrée était incroyable. Bray Wyatt est... Enfin, The Fiend est rentré. Normalement, Bray Wyatt tenait une lanterne, et cette fois-ci, la lanterne était dans la bouche de la tête de Bray Wyatt. C'est-à-dire qu'en gros, Bray avait son masque, et il tenait la tête de Bray Wyatt. Ils ont un mannequin, évidemment. Mais la lanterne était la tête de Bray Wyatt. C'était creepy. En plus, il avait des agrafes sur les yeux. La musique est fantastique. Avec des grosses guitares électriques qui appuient vraiment son côté menaçant. La caméra ne sait pas trop où aller. Elle divague un peu. Vraiment, on a ce côté que Bray Wyatt est un véritable démon. Qui va au-delà de l'aspect réaliste et de l'aspect terre-à-terre. On a vraiment l'impression que c'est un vrai démon. Et son masque fait peur. Vraiment... Bray Wyatt, The Fiend, est vraiment menaçant. Je n'avais jamais vu une menace pareille. On a vraiment une véritable putain de menace et la WWE n'a pas raté ça. Bray Wyatt n'est pas un gâchis, c'est un véritable putain de succès et j'espère que Bray Wyatt va devenir le nouvel Undertaker parce qu'avec cette entrée, je vous le dis clairement, il a toutes les chances de devenir le nouvel Undertaker de la fédération. Honnêtement, vraiment, The Fiend, c'est une putain de réussite, ça fout des frissons. Faut le faire en 2019, fout des frissons. Et franchement, c'est génial. Bref, donc à la fin de son entrée, on a des chants holy shit du public. Et le match arrive. Et directement, on voit le côté brutal de The Fiend. Il a vraiment des actions très très brutales. Finn le vend extrêmement bien. Il fait vibrer le public, il me faisait vibrer moi. On a aussi une tentative de brisage de nuque, à un moment Finn était à genoux, The Fiend était derrière lui, a pris sa tête et lui a brisé la nuque, genre le mouvement c'était une tentative de meurtre quoi. Donc évidemment, Finn Balor n'est pas mort, c'est du catch, faut pas déconner. Et là, un truc que j'attendais pas, c'est qu'on a un petit comeback de Finn Balor. Finn Balor est revenu, parce que pendant le match, The Fiend, pareil, son personnage est trop bien, il entendait des voix et il se tenait la tête comme s'il souffrait des voix qu'il entendait. Donc vraiment, il y avait vraiment ce côté qu'il était pas bien, ce mec, c'était vraiment un vrai démon. Et du coup, Finn Balor en a profité pour revenir, il a fait quelques dropkicks, il a fait son Sling Blade, voilà, son petit comeback habituel. Et Finn, du coup, a tenté de monter sur la troisième corde pour faire son coup de grâce. Il saute, mais Bray Wyatt l'attrape par la bouche et lui fait un mandible claw par la bouche, c'est-à-dire qu'il met sa main dans la bouche de son adversaire et il l'étouffe, en fait, de cette manière. Finn Balor s'évanouit et Bray Wyatt remporte la victoire par donc tomber, parce que Finn Balor avait les épaules sur le sol. Et Bray Wyatt fait donc un tombé en mandible claw, ce qui était genre vraiment, vraiment violent, c'était trop trop cool. Et le match est terminé. Les lumières s'éteignent, Bray Wyatt disparaît, réapparaît sur la scène où on a encore ces bruits stridents, ces lumières qui l'éclairent en mode stroboscope, et finalement il disparaît sous des rires. Et j'ai envie de dire merci Bray Wyatt, ce personnage, c'est une dinguerie. C'était dingue, c'était vraiment dingue, j'ai vraiment ressenti des frissons, et donc juste... Merci Bray Wyatt. Encore une fois, ce personnage a tout le potentiel pour devenir le nouvel Undertaker et j'espère que c'est ce qu'il va devenir. Parce que là, pour foirer un truc pareil à ce stade-là de frisson et de grandiose, je pèse mes mots, faut être à WWE pour être capable de gâcher un truc pareil. Donc on reste sous nos gardes, parce que ce n'est pas fini. Mais voilà, la foule a chanté That Was Awesome, c'était magnifique, et c'était magnifique. C'était vraiment une véritable réussite. Et nous arrivons donc à notre main event, Seth Rollins face à Brock Lesnar pour le titre universel. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je vais vous dire une chose, je m'attendais à deux choses. Une victoire de Seth Rollins que j'ai prédit de manière un peu, dégueulasse, c'est-à-dire qu'il allait utiliser des manières un peu heel pour remporter la victoire, comme il l'a fait à WrestleMania. Ou
Brock Lesnar qui décime Seth Rollins de manière ultra violente, avec des gerbes de sang, avec des trucs vraiment à côté vraiment violent, comme il avait fait avec Randy Orton dans SummerSlam, il me semble qu'il y a 3 ans. Un truc à peu près similaire, et nous n'avons pas eu ça. Nous avons eu ce que, quelque part, Roman Reigns devait avoir à WrestleMania, une victoire clean de Seth Rollins. Seth Rollins, pendant ce match, a eu un parcours de personnage vraiment impressionnant. Parce que quand il est arrivé, quand sa musique a retenti, la foule le huait. La foule huait Seth Rollins, et en même temps, c'est normal, il l'a un petit peu cherché. On va pas revenir là-dessus, mais Seth Rollins, c'est une calamité. Le personnage est génial, mais l'homme derrière le personnage, c'est une calamité. C'est une merde. J'espère d'ailleurs qu'il va progresser à ce niveau-là. Donc forcément qu'il se fait huer par la foule. Et quand Brock Lesnar arrive, la foule acclame Brock Lesnar. On a vraiment quelque chose de très particulier à ce niveau-là. Bref, aussi un truc que j'ai noté, c'est que Brock a eu droit à des pyros, des feux d'artifice. Donc c'est cool, le retour des feux d'artifice dans le catch, j'espère que ce sera plus courant, parce que c'est toujours plus divertissant, ça fait toujours quelque chose de plus grandiose, quelque part. Donc, parlons de ce match. Brock a tout de suite attaqué l'abdomen de Seth Rollins, qui d'ailleurs, dès son entrée, souffrait à l'abdomen. Donc voilà, une petite vente de Seth Rollins. Donc directement, Brock a visé l'abdomen. Donc on se dit, oulala, ça va douiller. Mais là, Seth Rollins, de manière assez efficace, arrive à placer un curb stomp sur Brock Lesnar. Et c'était stylé, et le match commence très bien. On a un Seth Rollins qui est très stratège, qui arrive à éviter tous les German suplex de Brock Lesnar en faisant un salto arrière et enchaîner ses tentatives du German par des super kicks qui fonctionnent, et un curb stomp encore une fois. Donc on a notre deuxième curb stomp, Brock Lesnar kick out. Donc voilà, c'était assez énorme, on a des chants This is awesome de la foule. Vraiment un début ultra dynamique. Brock s'énerve un peu, il attrape Seth par son bandage, et vraiment il le fait tourner, il le jette dans le ring grossièrement. Ensuite, là, on a la domination habituelle de Brock Lesnar, il enchaîne les German suplex en jetant Seth Rollins dans le ring. Mais encore une fois, ça aurait pu être décevant si ça arrivait au début. Mais là, avec ce début de match ultra flamboyant de Seth Rollins et de Brock Lesnar, le moment où Brock enchaîne les German, et bah, on commence à avoir cette empathie pour Seth Rollins. Et faut le faire parce que le mec, ça fait des semaines que je le descends, que la foule, ça fait des semaines qu'elle chie Seth Rollins, et là, il arrive à redégager de la sympathie. Il a fait un travail de babyface vraiment bon, Seth Rollins, et vraiment, faut le noter, parce que vraiment, il n'a pas démérité, il a été super bon dans ce match. Bref, revenons donc à ce match. Après que Rollins se fasse un peu décimer, il reparvient encore un peu le déçu en envoyant Brock Lesnar dans un poteau. Mais ça ne suffit pas, Brock Lesnar arrive à rechoper Seth Rollins, il lui fait un beer hug inversé. Donc il le chope par la taille, évidemment par là où il a mal, et il le serre de toutes ses forces. Seth Rollins hurle. Puis là, alors que Brock retient le match, il se prend encore un poteau en se jetant dedans. Donc voilà, vraiment, on a un Seth Rollins stratège qui utilise les points faibles de Brock Lesnar pour avoir le match à son avantage. Qui donne tout au final, vraiment, qui donne tout pendant le match. Là, Seth Rollins, du coup, avec son avantage, fait 3 suicide dives, c'est-à-dire qu'il se jette de la deuxième corde à l'extérieur du ring pour atteindre Brock Lesnar. Donc ça marche 2 fois. Le troisième, Brock Lesnar attrape Seth Rollins et l'envoie dans le poteau. Encore une fois, très brutal, les deux sont par terre. Enfin, vraiment, c'est un match qui était rapide, violent, et qui avait un peu qui faisait penser au match CM Punk contre Brock Lesnar à SummerSlam d'il y a quelques années. Cette même dynamique avec un CM Punk stratège qui utilisait ses atouts, son agilité et sa rapidité pour éviter les ensuites de Brock Lesnar et vraiment l'amener au sol tout le temps, le garder au sol. Et c'est ce que Seth Rollins a fait ici. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, putain oui, les deux sont battus un peu dehors, et Seth Rollins a réussi à mettre Brock Lesnar sur la table des commentateurs. Brock Lesnar est sonné, Seth Rollins monte sur la troisième corde sur le poteau et saute, fait un frog splash du poteau sur la table des commentateurs. Enfin, on a eu des spots de malade. La foule crie holy shit, c'est vraiment un match épique. On a encore un deuxième frog splash, mais cette fois-ci dans le ring. Seth Rollins réussit à placer un curb stomp, on y croit, mais Brock Lesnar kick out encore une fois. Et là, Seth Rollins réveille la foule. La foule crie burn it down à chacun de ses pas sur le matelas. Il court pour le curb stomp. Brock Lesnar l'attrape.
en mode F5, il a sur les épaules, il commence à faire le F5, mais Seth Rollins revient sur ses pieds, il fait un super kick, un dernier curb tombe, 1, 2, 3, Seth Rollins bat Brock Lesnar clean. Vous devez aller voir ce match. J'ai descendu de ce match, je n'attendais pas ce match. Quand Seth Rollins s'est fait huer au début, dans ma tête c'était bah tu l'as bien mérité connard. Et qu'est-ce qu'on parle vite dans la vie? Qu'est-ce qu'on parle vite? C'est Seth Rollins a, en plus de battre Brock Lesnar clean, a réussi à regagner la foule, a réussi à regagner la sympathie, a réussi à reprouver qu'il pouvait être le visage de la compagnie. À la fin, il avait les larmes aux yeux. La foule était heureuse. Le main event est une réussite. Un dernier mot sur ce match, un dernier mot pour Seth Rollins. Seth Rollins a réussi quelque chose d'incroyable, là où Roman Reigns a toujours échoué, c'est-à-dire que la foule ne voulait pas voir Roman Reigns et il n'a jamais réussi à regagner leur sympathie. C'est seulement maintenant qu'il est moins sur le devant de la scène qu'il parvient à regagner leur sympathie et parce que son booking est très bon en ce moment. Mais Seth Rollins a fait quelque chose d'incroyable. Regagner la foule de cette manière, choquer le public en battant Brock Lesnar clean, je veux dire, personne n'a battu Brock Lesnar clean ces dernières années. La fois où Roman a gagné, c'est parce que Braun Strowman est intervenu et a réussi à distraire Brock Lesnar. Personne n'a réussi à faire ce que Seth Rollins a fait ici à SummerSlam, avec l'aide de personne, sans couille avec l'arbitre, clean, stratégiquement, rapidement. Il a battu Brock Lesnar en s'appuyant sur ses points forts et les points faibles de Brock. Maintenant, Seth, que tu es le top face de la compagnie, que tu as la foule derrière toi, ne fais pas les mêmes putains d'erreurs. Il faut vraiment qu'il se calme sur les réseaux sociaux, il faut vraiment qu'il redescende, ce qui va être compliqué parce que maintenant il a battu Brock Lesnar clean, mais il faut vraiment qu'il apprenne à redescendre, que je sais pas, que quelqu'un contrôle ses réseaux sociaux, parce que ce serait con de gâcher quelque chose de pareil, parce que là, il a regagné toute la sympathie du monde. SummerSlam, grâce à ce dernier quart d'heure, est une véritable réussite. Ça aurait pu être un show lambda, voire catastrophique avec ce Kofi contre Orton qui a descendu le show. Mais ces deux derniers matchs, Bray Wyatt, c'est une putain de réussite. Et ce main event, en plus d'être choquant, était incroyable. C'était épique. Je vous conseille en particulier de voir ces deux matchs de fin. Parce que c'est ce qu'on va retenir du show. Et c'est arrivé à la fin. Donc on a une construction qui n'a fait que évoluer, que aller vers le bon au final. Si Orton et Kofi n'étaient pas un désastre pareil, on aurait eu le meilleur show de l'année dans le main roster, je pense. C'est vraiment dommage qu'on ait eu ce Kofi Orton dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça, on a un nouveau champion universel. On Seth Rollins. J'ai envie de voir Raw demain. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Voilà, SummerSlam. Très fier d'être fan de catch quand on finit par assister à ce main event, à ce dernier quart d'heure de SummerSlam. C'était Serge Voldan, vous venez d'écouter le Serge Podcatch. N'oubliez pas, avant toute chose, avant de quitter cette vidéo, de vous abonner au Moulin de Voldano, notre chaîne principale, ainsi qu'à la chaîne de mon frère Dino Voldan. Encore une fois, télécharger les albums de Voldano parce que ça nous ferait vraiment plaisir. Embrassez vos enfants de ma part et surtout votre femme. C'était Serge Voldan, on se retrouve demain pour la review de Raw.